Salut à tous, bienvenue sur Tailgate, votre émission 100% NFL des équipes de The Free Agent. Et oui, aujourd'hui c'est Yaya au micro. Flav a pris quelques jours bien mérités. C'est un peu sa off-season. Il est là toute l'année pour les podcasts. Mais pour ce débrief NFC South, il a pris la poudre d'escampette pour pas qu'on dise du mal de sa franchise de cœur. Pour m'accompagner ce soir, j'ai mes deux acolytes, un peu mes piliers. J'ai l'impression d'être un talonneur en rugby. J'ai nommé Bertrand. Salut Bertrand, salut mon bro new-yorkais, comment ça va ? Bonsoir Yaya, bonsoir Seb. Écoute, ça va bien. Bonsoir à tous les free agents qui ne sont plus depuis qu'ils nous ont rejoints. Écoute, ça va. J'avais laissé passer le temps de l'après Super Bowl. Je dis il n'y a plus de matchs. Et puis là, je suis comme un junkie qui a besoin de sa dose. Et le problème, c'est que ça commence à faire trop long déjà. Donc, allez, on va s'attaquer à parler de l'off-season et de tout ce qui pourrait se passer dans les trades. Bon, si tu veux, hein, tu peux te repasser en boucle l'historique de tous les Pro Bowl. Ça peut toujours être un sacré palliatif. Ou sinon, tu as la division 1 française. Je rappelle qu'il y a des articles toutes les semaines sur la D1 française. Et notre autre acolyte, il est là toutes les semaines, tel un pilier, c'est tel un rock. C'est un peu le boss, le Bruce Springsteen de la NFL, j'ai nommé Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Yaya, salut Bertrand, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. En effet, ce soir, on va parler NFC Sud sans Flav, donc on n'aura pas le fan des Saints avec nous. J'ai deux fans new-yorkais à mes côtés. Je suis assez content de ne pas faire la NFC Est, on se demande pourquoi. Et Bertrand, si tu veux calmer ton manque, eh bien, sache que j'ai un palliatif extraordinaire. Je te suggère de te faire tous les matins au réveil le best-of de Danny DeVito et de Daniel Jones. Et je t'assure que ça va te passer tes envies de football pour un bout de temps. Voilà, fallait que je la fasse. C'est sûr que là, Danny DeVito, ça va être un peu compliqué de trouver de la performance ultime. Donc, bon, allez, on va rester comme ça. Je préférerais regarder du McCaffrey à la rigueur. Voilà. Bien, très bien, très bien. Oui. Bon, et je crois que New York a eu plus de vainqueurs, de quarterback vainqueurs de Super Bowl en nombre absolu que vous, monsieur Seb. Est-ce que tu peux me rappeler à quand remonte votre dernière finale, s'il te plaît ? Alors, tu parles de dernier titre ? Oui, c'était dans ce millénaire, tout à fait. C'était en 2011, oui, un titre. Oui, parce que bon, aller au Super Bowl pour perdre, bon, ça nous est arrivé une fois contre les Ravens. Ouais, mais vous, surtout que Seb a failli dire la finale du Super Bowl parce qu'il a dit cette finale. Il nous a fait peur, là, il a failli faire l'erreur. J'ai bien dit votre dernière finale, voilà. Voilà. Oui. Correspond aussi au dernier titre de conférence. Mais bon, on va pas non plus au dernier titre de conférence. Voilà. Oui, bon, on va pas monter des bannières pour si peu. On n'est pas. Je sais pas. Une bannière, ça coûte cher à produire. Faut des mecs pour la monter là-haut et tout. Faut des moyens. On n'est pas les Panthers non plus. Et justement là, alors avant de parler justement des Panthers et se lancer sur les Panthers, merci pour la transition. On va juste vous dire que pour nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Plus vous serez nombreux, plus on sera content. Surtout Seb, qui sera le plus content, et même le chef. Et vous pouvez nous suivre donc sur Facebook, sur X, sur Thread, sur Instagram, TikTok, également Twitch et YouTube pour suivre les aventures de notre boss adoré qui fait des lives tous les midis. Donc si plutôt que de regarder votre gamelle, vous pouvez regarder le chef. Donc ça, c'est pour la partie réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous suivre sur l'écrit, alors le site internet. Vous pouvez aller sur le site thefreeagent.fr ou alors, encore mieux, l'application que vous pouvez télécharger sur Android et également sur Apple. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Comme ça, vous serez toujours connectés. Là, c'est la dernière ligne droite pour la NHL. C'est la dernière ligne droite pour la NBA. La NBA, d'ailleurs, le podcast bi-hebdomadaire avec Henwan. Et enfin, la saison de baseball qui va pas tarder à reprendre. Donc, et puis, dernière chose, c'est pour nous suivre sur les applis de podcast. N'hésitez pas à nous noter puisque vous nous écoutez et également à rallier vos amis pour nous écouter, pour faire découvrir notre
podcast. Allez, on est parti directement. On va enchaîner, je vous l'ai dit. On commence par les Panthers qui ressemblaient un petit peu plus à des chatons cette année. Ils ont pas trop ronronné. Ils sont plutôt fait. Ils sont à 2 doigts d'appeler la SPA tellement ils ont été maltraités par 15 équipes. Ils ont 15 défaites, 2 victoires seulement. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette saison du côté des Panthers qui, on le rappelle, avaient fait un reach pour récupérer Bryce Young. Force est de constater que pas forcément le meilleur choix. Tout ça pour ça. C'est la réflexion que ça m'a inspiré vraiment. En effet, il faut rappeler que ce club a trade up et pas qu'un peu pour avoir le first pick, avoir le choix entre CJ Stroud et Bryce Young. Ils ont choisi Bryce Young. Alors attention, je ne vais pas dire qu'ils ont misé sur le mauvais cheval, que la réputation de Bryce Young était peut-être surfaite. Loin de moi cette idée, puisque dans le même contexte, on ne sait pas ce que CJ Stroud aurait donné. Sa saison n'aurait peut-être pas été aussi brillante qu'elle l'a été du côté de Houston. Mais force est de constater que c'est la déception, en effet. 2 victoires, une contre Houston, étonnamment, et une contre Atlanta. Une réputation d'équipe matelas. Un coach, Frank Reich, qui se fait virer à l'issue de la week 11 avec un bilan de 1 victoire et 10 défaites. 31e attaque de la ligue, 29e défense. Ils n'auront même pas le first pick cette année puisqu'ils ont tradé leur premier tour à Chicago. J'ai envie de dire qu'au moins quand on a touché le fond, on a quelque chose de solide sur lequel s'appuyer pour remonter. Mais les raisons de se réjouir sont quand même très rares pour ce club. Ouais. Bertrand, est-ce que toi aussi tu dirais que cette équipe de Charlotte était aux fraises ? Oui, alors le mot fraise est peut-être dur, mais en soi, c'est sûr qu'on n'a pas vu les choses auxquelles s'attendre. Pas de série de victoires, pas de coach potable. Le pauvre Frank Reich s'est perdu dans les méandres de la structure Carolina Panthers qui s'en va dans le mur. Peu d'espoir, j'ai envie de dire en soi, parce qu'en plus, on n'a pas vu un Bryce Young flamboyant durant ses prestations. Il a semblé perdu dans cette équipe. Alors, on ne va pas acheter ce que fait ce jeune homme parce que pour le moment, ça serait dur de le juger que sur ces performances-là. Mais en soi, l'équipe n'a pas du tout tourné. En plus, elle s'est même, je dirais, affaiblie du fait du départ aussi. Bon, ça faisait partie du deal, mais enfin de DJ Moore à l'époque. Du jeune, mais avec du Adam Thielen qui est arrivé et qui n'était plus tout à fait tout jeune non plus. Et au final, on s'est retrouvé avec une équipe moyenne moins qui a sombré complètement. Et puis voilà, quoi. Il n'y a pas eu de tournant durant cette saison pour dire c'est ce match-là qui a été un tournant. Ça a été un tournant toute la saison pour eux, et pour finir même avec une victoire face à un rival de division Atlanta à 9-7. Encore un score ridicule qui a fait partie de l'histoire de cette saison-là. Pour vous pensez que Bryce Young aurait pu faire autre chose que cette saison, ou est-ce que c'est dû au contexte ou est-ce que c'est dû aux joueurs ? Parce qu'il y avait des doutes, notamment par rapport à sa taille, en se disant oui, Bryce Young, CJ Stroud, Bryce Young, on ne sait pas. Et est-ce qu'il n'a pas justement souffert de la comparaison avec la réussite du côté de Houston dont on a parlé en début de semaine ? Alors le souci, c'est que un joueur comme celui-là, en particulier un rookie, il faut bien l'entourer à un moment. On parle d'une ligne offensive qui a laissé passer 65 sacs. Ça fait beaucoup. Et quand ton meilleur receveur à 32 et meilleur receveur de loin à 33 ans et que celui sur qui tu comptais, DJ Shark, pour monter en puissance sombre avec 35 réceptions et 525 yards, t'as quand même un problème. Ouais. T'as quand même un très gros problème. Sur cette franchise, vraiment, elle me démoralise. Voilà, je suis désolé de le dire et je m'excuse d'avance auprès des fans des Panthers contre lesquels je n'ai absolument rien une fois de plus. Mais le chantier est tellement vaste
qu'on se demande par quoi il faudrait commencer. Il va falloir être très actif sur la free agency parce que sur la draft, il va falloir compter sur des late picks et sur le fait d'avoir du flair. Il y a un nouveau coach qui est arrivé, Chris Tabor, qui, alors, je ne sais pas s'il a nommé une nouvelle équipe, mais il va peut-être hériter du coaching staff précédent. Il va falloir faire avec le caractère du propriétaire David Tepper, qui est assez volcanique, pour dire le moins. Il y a pas mal de handicaps de départ dans cette franchise. Hein. Ouais. Et puis, alors tu parlais de la free agency, c'est peut-être en plus quand tu es en Caroline, c'est peut-être un peu compliqué pour faire venir des joueurs. C'est pas une destination ultra sexy comme d'autres. T'en penses quoi, toi, Bertrand? Bah moi, en soi, après, oui, qu'elle soit pas ultra sexy, mais de toute façon, il y a que 32 franchises. Donc, en soi, les joueurs, c'est des places qui sont chères. Et je pense que, malgré tout, c'est pas l'endroit le plus moche pour aller jouer. Peut-être pas pour avoir les résultats tout de suite, mais en tout cas, pour faire ses preuves et se montrer sur le terrain. Puisqu'on sait que, de toute façon, ils gagnent leur contrat là-dessus. Donc, je pense que des joueurs, ils peuvent en avoir aussi. Alors, bien sûr, si le joueur a le choix, il va aller dans une équipe qui est beaucoup plus performante. Évidemment, ça, c'est sûr et certain. Mais s'il a le choix, mais moi, pour revenir sur les résultats des Panthers, enfin, c'est quand même une équipe qui a régressé de la 20e place au niveau du scoring à pratiquement, on va dire, à la dernière. C'est l'équipe qui également, en 2022, avait le 14e rang au niveau du nombre de points encaissés. Là, ils sont passés au 4e rang en 2023. Donc, ça a été, en fait, on va dire, il n'y a eu aucune amélioration des choses, même avec un premier choix de draft qui était Bryce Young. Donc, je ne dis pas que tout est la faute du joueur, mais c'est sûr que là, ils ont sombré complètement. Et d'ailleurs, Bryce Young, par rapport aux 82 rookies qui ont tenté plus de 150 passes depuis 2000, bah lui, il est sur un pourcentage misérable de 2,1 yards par tentative, qui le place 74e. Voilà, globalement, ça a été. On peut pas dire que Frank Reich ait complètement perdu la notion de coaching et qu'il n'ait plus su comment faire fonctionner une troupe. Là, on sent bien que l'équipe a complètement perdu pied et voilà, ça en est suivi du départ du l'entraîneur justement en plein milieu de la saison. Et puis aussi, pour finir là-dessus, aussi le fait que Brian Burns, on sent bien le joueur d'avenir quand même de cette franchise en défense, est dragué de toutes parts. Et on sent bien que les franchises lui fait passer un message du style viens vite, sauve-toi de cet enfer qui va continuer et perdurer. Ok. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour sur les chatons. Des choses à rajouter? Vas-y, c'est Seb. Pardon. Je dirais que les raisons d'espérer, ils ont quand même un petit peu de cap. Ils ont plus de 34 millions. Il y a 9 millions de dead money, mais il y a peut-être moyen de signer quelques free agents de qualité. Mais c'est vrai que Brian Burns, leur signer, ça serait, à mon sens, ça serait une priorité pour eux parce que c'est de loin leur meilleur joueur. Il faut quand même pas oublier. On va finir sur une note un peu positive. La performance du defensive tackle d'Eric Brown cette saison, 103 plaquages, élu au Pro Bowl, et c'est le record du club en termes de plaquage pour un defensive tackle. Mais c'est vrai que s'il fallait prioriser les choses, retenir Brian Burns et puis peut-être se trouver un receveur de moins de 30 ans. Ok. Des raisons d'espérer pour cette année ou c'est encore road to the first pick? Ça va être compliqué. Saison prochaine, j'ai peur que ce soit compliqué. Ok. Ils sont pas et vous les voyez pas candidats de worst to first? Alors là, ce serait très honnêtement, et je le dis, et si je me trompe, on me le ressortira, pas de souci. Ça serait la surprise de la saison prochaine si ça devait y arriver. Ok. Après, au niveau de Carolina, quand on voit justement qu'il donne la permission à un joueur comme Terrence Marshall, un receveur qui fait partie de l'escouade, mais qui est 4e receveur, voilà, parce qu'il avait été choisi au 2e tour en 2021 et qu'il a une certaine valeur. Mais quelle valeur, au final? On permet à un joueur pratiquement inconnu qui n'a pas fait grand-chose sur le terrain de pouvoir aller tester le marché. Bon.
voilà, ça en dit long justement sur les problèmes. Mais puis, les insiders américains, a priori, nous donnent dans les tuyaux qu'ils seraient des joueurs visés comme Tyler Lockett, Mike Williams. Bon, si on prend rien que Tyler Lockett, il est bien. À Seattle, il fait des bonnes choses, mais il fait des bonnes choses sous le système de Seattle. Et puis au final, il a quand même plus de 30 ans aussi. Voilà la perspective d'avenir en soi pour le moment, malheureusement, de cette équipe. Et ça va être, je pense qu'il va leur falloir quelques années pour se remettre quand même dans le bas. Ok, on sait que ça peut aller très vite quand même en NFL, c'est souvent des cycles. Autre équipe, on va enchaîner tout de suite avec des volatiles. C'est nos amis des Atlanta Falcons. Cette victoire 10 défaites, ils étaient annoncés par un certain animateur de podcast chez The Free Agent comme les futurs vainqueurs. Il n'en a rien été. Une saison où le poste de quarterback a été un petit peu chaotique. Beaucoup de joueurs en devenir du côté de l'attaque. On parle de Kyle Pitts, on parle de Drake London, Bijan Robinson. Mais au poste de quarterback, Desmond Ridder a alterné avec Tyler Haneke. C'était un petit peu les deux frères qui se partageaient le poste. Bon, force est de constater que la mayonnaise n'a pas pris. Arthur Smith s'est fait renvoyer. Vous, les gars, comment vous voyez la saison du côté des Falcons ? Alors, pour prendre la défense de ce podcasteur qui les voyait en tête de poule, il n'était pas le seul au début de la saison. Il y avait certaines espérances autour d'Atlanta, l'aboutissement d'un plan de 3 ans monté par le coaching staff actuel, plus ils avaient assaini leurs finances, ils s'étaient débarrassés de la dead money de Matt Ryan et de Julio Jones, ils avaient fait venir des nouveaux talents, on parlait de Bijan Robinson, mais n'oublions pas Jesse Bates III, et le gros point d'interrogation, en effet, c'était quand même Desmond Ridder, qui, sur le temps de jeu qu'il avait accumulé la saison précédente, avait rien montré de honteux, mais rien de fou non plus. Ils vont plutôt bien débuter, ils vont débuter 2-0, mais ils vont se fracasser face à Détroit, Détroit très hypé aussi à ce moment-là, en 3e semaine, ils prennent 20-6, et c'est ce match, voilà, on cherche un tournant, moi je pense que c'est ce match qui a donné le ton de leur saison, c'est-à-dire avec une attaque qui ne décolle pas, un Desmond Ridder qui lance 12 touchdowns et 12 interceptions, Tyler Haneke qui est signé à la mi-saison, et Arthur Smith qui va alterner entre les deux QB pendant la deuxième moitié. On a de très bons skills players dans leur attaque, mais qui vont pas être assez exploités. Je veux dire, Bijan Robinson à 214 portées, je suis désolé, c'est pas assez. Heureusement qu'il rajoute ses réceptions, qu'il est très polyvalent, parce que sinon il aurait pu être un talent noyé dans le marasme de cette attaque. Pareil, on a un Kyle Pitts qui est certainement un joueur d'avenir à 53 réceptions. C'est ce qui a été souvent reproché à Arthur Smith, c'est de ne pas suffisamment mettre la balle dans les mains de ces joueurs-là. Et puis, difficile à croire après ce que l'on a dit tout à l'heure, mais c'est quand même la défaite contre Carolina qui les prive du titre, qui stoppe leur velléité de championnat de la division. Ça faisait beaucoup pour un seul club, surtout pour un club qui se voulait, alors toutes choses égales par ailleurs, on reste dans la NFC Sud, qui se voulait assez ambitieux à son niveau. Bertrand, Seb nous parlait des skills players de qualité, mais qui avaient passé la balle en main. Tu crois que c'est ça qui a coûté la place d'Arthur Smith ? Ah oui, de toute façon, c'est ce qui lui a été reproché toute la saison. Et en soi, en fait, qu'un coach ait un plan de jeu bien établi sur toute la saison en disant, voilà, je vais jouer de cette façon-là, c'est très bien. Et après, que ça fonctionne, voilà. Et après, on pourra toujours lui reprocher que ce soit pas assez flamboyant. Ok, on peut toujours faire. C'est une critique, mais au final, il y a des résultats. Là, vraiment, ce qui était bizarre, c'est qu'on avait très bien compris qu'il avait fait un trident, Bijan Robinson à Jair et je ne sais plus le troisième larron au niveau de la course. Et puis, le but...
Voilà, Cordarrelle Patterson, d'ailleurs, qui a été fantomatique toute la saison, malgré tout. Et au final, voilà, le but, c'était ça, c'était on avance, on va jouer là-dessus, et puis, quitte à après, justement, tu resserres la boîte, tu resserres les défenses, et puis tu peux développer sur Drake London, Kyle Pitts ou Jonnu Smith, l'autre tight end. Et puis, au fait, non, Arthur Smith s'est perdu dans un jeu où il était un peu entre deux, faisant des passes intermédiaires sans jamais être longue, et puis manque d'inspiration complètement sur aussi la façon de jouer, de développer les jeux, et puis voilà, l'inspiration en soi. Et bien sûr, ça a donné les résultats. Et je dirais même que les résultats de tout au long de la saison de l'équipe sont un peu à l'image de la franchise qu'elle laisse. Ils sont capables de gagner face à Tampa Bay, un rival de division, ou Green Bay, qui est une jeune équipe mais qui marchait bien, mais capable de perdre aussi face à Arizona, voilà, Chicago. Voilà, c'était complètement un peu disparate. Et puis ça a donné, au final, le résultat global reflète complètement la situation de l'équipe. Oui, pendant très longtemps, ils étaient invaincus à domicile, et puis après, ils ont perdu le fil aussi, n'est-ce pas, Seb? Ils ont complètement décroché à domicile, et c'est arrivé même assez rapidement, puisque leur première défaite à domicile, c'est contre Washington, alors que la semaine précédente, toujours à domicile, ils battent Houston. Ils ont battu des champions de division, tout de même des futurs champions de division. Mais surtout, c'est ces résultats en dents de scie pendant toute la saison. Et je pense qu'il y a cette espèce de série, cette fin de saison avec 4 défaites en 5 matchs entre les semaines 14 et 18 qui leur coûte très très cher. Sur ce laps de temps, leur seule victoire pourtant, elle est assez prestigieuse entre guillemets, parce qu'ils battent Indianapolis, et Indianapolis qu'on n'attendait pas au niveau de jeu qu'ils ont présenté cette saison. Donc ils ont vraiment ils se sont tirés une balle dans le pied eux-mêmes, notamment à cause de leur contre-performance en attaque. Et ce qui est dommage, parce que du coup, on ne parle pas assez de la belle prestation de leur défense anti-aérienne, qui s'est très très bien placée cette saison. Il était donc 8e, 11e en total yard, et puis surtout la perf de Jesse Bates III, qui réalise 6 interceptions sur les 8 réalisées au total par le club. Et c'est là aussi où on voit les limites du plan de 3 ans, c'est que cette défense, elle était bâtie pour gagner tout de suite, et son problème, c'est qu'elle a une moyenne d'âge qui est assez élevée, elle a 32 ans et demi de moyenne. Et la saison prochaine, c'est peut-être ce qui risque de leur coûter cher. Oui, complètement d'accord. Et à contrario, ils ont une équipe, ils ont une escouade offensive qui, elle, est jeune et qui aurait dû apporter le peps en attaque qu'il n'y a pas eu. Qui est jeune, mais qui a un problème sur un poste stratégique. Hein. On peut pas. Qu'est-ce qu'on fait avec Desmond Ridder, du coup? Vous, les gars, vous pensez qu'à la free agency, ils vont aller chercher un quarterback? Suivez des yeux mon regard du côté de quelqu'un à qui il manque un talon d'Achille et dont la femme est originaire d'Atlanta. Va falloir faire de la place. Hein. Oui, bon, après, en soi, ce qui se passe... pardon, excuse-moi, Bertrand. Ou un autre quarterback. Hein. Est-ce que vous pensez qu'ils vont aller en chercher un? Alors, en soi, ce qui est sûr, c'est que par rapport à la situation de l'équipe, on est déjà sur une franchise qui, en 2022, était déjà sur, on va dire, un total de points assez médiocre de 365, et ils sont passés à 321 là. Donc, en fait, c'est pareil, sur la production, le différentiel de points, durant tout au long de l'année, c'est de moins 21 à moins 52. Donc, on voit bien que ça ne fonctionne pas avec le quarterback qu'on a là. Les grandes questions qui se posent au niveau on va dire, des insiders américains ou de ce qui se passe du côté d'Atlanta, c'est de savoir, est-ce qu'on va chercher, comme tu viens de le préciser, un Kirk Cousins qui pourrait matcher et qui, avec l'expérience qu'il a, pourrait faire en sorte de faire avancer cette franchise, ou encore mieux, ou tout du moins, on vise plus jeune et plus on va dire, Lamar Jackson-esque, si je puis m'exprimer ainsi, un joueur comme Justin Fields. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais en soi, est-ce que déjà
l'un et l'autre ont envie de tenter l'aventure outre mesure, voilà, et est-ce qu'il y a aussi la place pour, on va dire, le casse-pièce suffisant pour pouvoir le faire. Inévitablement, alors ils sont à 29 ou 30 millions de casse-pièce positifs, donc 32, un petit peu plus 32 même, presque 33. Bon, mais de toute manière, il est certain qu'ils sont à un élément très important, comme l'a dit Seb, le point stratégique, de pouvoir, avec un nouveau coach, par ailleurs, à pouvoir step up, à pouvoir passer une étape et faire en sorte de développer du jeu. Ils ont tout le reste autour, entre guillemets. Après, il y aura la difficulté de pouvoir garder, j'en sais pas, Jonnu Smith, Kyle Pitts sur le long terme en fonction des contrats, etc. Donc ça sera à voir. Mais en soi, ils en sont là. Donc, en fait, c'est la plus grosse incertitude et c'est la off-season d'Atlanta qui va être d'ailleurs une des plus intéressantes, puisque, comme on vient de dire, il y a quand même des choses qui se jouent entre des gros noms qui pourraient arriver, ou peut-être monter de leur place de draft pour aller chercher un quarterback d'avenir qui se présente à la draft. Donc, ça va être très, très, très intéressant de ce point de vue-là. Ok. On est tous d'accord pour dire que l'année prochaine, c'est win en reconstruction. Moi, je pense que la reconstruction, elle va commencer la saison prochaine. Je vois pas comment ils pourraient faire autrement. Il faudra que ce soit fait intelligemment. Ils ont un peu de cap, mais c'est pas foufou non plus. Il va falloir la jouer fine s'ils espèrent performer, d'autant que, je le rappelle, les espérances pour eux étaient assez hautes au sein de leur pool avant que la saison ne commence. Alors pour moi, c'est win. Moi, pour moi, si je réponds à ta question, tu peux poser une question un peu intéressante. Moi, pour moi, c'est vu le contexte, c'est win tout de suite. Et effectivement, ils sont un quarterback de pouvoir le faire. Après, il faudra que la mayonnaise elle prenne sur les premiers matchs et que par rapport à leur nouvelle façon de jouer, etc., vis-à-vis de leur nouveau coach, on est bien d'accord. Mais c'est win tout de suite. Le seul hic de tout ça, c'est comme je sais plus si c'est Seb ou toi-même, Yaya, qui l'avait dit, c'est aussi des éléments vieillissants sur la défense, sur la première ligne défensive, dans les Calais Scambeg, les Bud Dupree, qui sont des apporteurs, je vais dire, de sacs et autres, et qui vont être également free agents. Donc, pourquoi pas se tourner, comme on l'entend dire, là, si on parle plus en défense, sur un joueur comme Khalil Mack du côté des Chargers, avec des Chargers qui ont un cap space qui est un peu compliqué et qui seraient peut-être contents de se débarrasser d'un gros contrat. Donc, c'est à voir. Mais c'est dans, en tout cas, par rapport à l'escouade offensive, qu'on peut se dire, pour le moment, que c'est un peu win tout de suite quand même, et qu'il va falloir se dépêcher de trouver l'élément qui leur fait passer l'étape supplémentaire. Ok. Moi, en fait, pourquoi je vous posais cette question, c'est parce que pour moi, effectivement, la défense est vieillissante. Il y a une fenêtre de tir pour gagner la division, parce que la division est gagnable, parce qu'il n'y a pas de gros noms. En termes de division, ils sont à 3-3, mais le vainqueur est à 4-2. C'était pas non plus loin. Donc, on essaye une dernière fois et après, on essaie de reconstruire. Ouais, après, souviens-toi, on a plusieurs fois cette saison, on a tous pensé que la NFC Sud, elle allait jouer à la dernière journée lors du match entre les Saints et les Falcons. Bon, on a eu tort, d'accord. Ouais. Mais pendant une bonne partie de la saison, c'était un scénario qui tenait parfaitement la route. Ah oui, totalement. Bon, après, le dernier match, la dernière action a tout donné, surtout pour Arthur Smith, qui a pris la poudre d'escampette. Et justement, on parlait donc de leur bourreau de ce dernier match, nos amis des Saints. Alors, nos amis du Bayou, qui, eux, sont à 9 victoires, 8 défaites, une saison positive, mais une impression sur tout au long de l'année que qu'est-ce que ça a été compliqué. Un poste de quarterback avec Derek Carr qui était attendu comme le joueur qui allait leur faire passer le step. Ils avaient perdu l'année précédente. Ils avaient perdu beaucoup de matchs de 7 points au moins. On avait dit Derek Carr allait être la solution, il allait apporter de la stabilité, mais
Du côté de New Orleans, ça a toujours été un petit peu la même chose. Des blessures récurrentes, une escouade défensive toujours là, mais une attaque qui, certes, privée de Alvin Kamara sur les premiers matchs de la saison, a été un peu poussive. Michael Thomas, toujours un abonné à l'infirmerie. Je pense qu'à la fin de sa carrière, il aura été le principal donateur de l'hôpital de New Orleans. Bon, depuis que Drew Brees a pris sa retraite, depuis le changement de coaching et l'arrivée de Dennis Allen, on peut pas dire que ce soit une franchise qui respire la joie de vivre, n'est-ce pas les gars? C'est une équipe qui se cherche depuis maintenant plusieurs années. Alors, tout n'est pas forcément aussi si noir. Ils avaient un maillot noir, hein. Ils ont un maillot noir quand même. Ils avaient commencé leur saison avec 2 victoires de suite. Ils vont enchaîner sur 2 défaites, ce qui remet les compteurs à 0 pour tout le monde. Et ensuite, ils vont vraiment avoir une saison en dents de scie, c'est-à-dire des duos de défaites entrecoupés de temps en temps d'une victoire. Une attaque qui va avoir beaucoup de mal à trouver son rythme, mais qui va finalement y arriver, et en particulier sur la fin de saison, puisque sur les 5 dernières journées, ils remportent 4 matchs, et que sur les 6 dernières journées du championnat, Derek Carr, il est le leader en termes de nombre de touchdowns lancés. Donc, effectivement, il y a un goût d'inachevé, en fait. Sur cette saison, on se dit que cette équipe, elle aurait pu, j'irai pas jusqu'à elle aurait dû, mais elle aurait pu, et il se trouve qu'elle n'a pas pu. Alors, la faute à quoi? La faute à cette attaque qui a un peu de mal à cliquer, ou du moins qui met du temps avant de cliquer. Certainement aussi la faute du côté. Alors, il y a du bon et du moins bon des deux côtés du ballon. On peut se féliciter du fait que des joueurs comme Chris Olave ou Rashid Shaheed se développent bien. On peut se féliciter que la défense antiaérienne a été très bonne, 18 interceptions dans la saison, et seulement 2 QB qui ont passé 300 yards face à eux. Mais d'un autre côté, en défense, le pass rush, il est faiblard, il est dans le bottom 5. La défense au sol, elle est au diapason, elle est 22e. Et tout ceci, c'est autant plus frustrant que Dennis Allen, il a le coaching staff qu'il souhaitait. Oui. Donc, normalement, ça aurait dû bien se passer. Et puis non. Ouais, il n'a pas trouvé la clé. Mon cher Bertrand, toi, du côté des Saints, comme l'a dit Seb, par rapport aux victoires, si on fait une petite analyse de la saison complète, en soi, moi je vois les choses comme ça. Ils ont gagné contre les plus faibles, vraiment très faibles, hein, Carolina, New England par exemple, Chicago, voilà, bon, on peut vous citer que ceux-là. Ils ont eu leur victoire quand il fallait face, comment on appelle ça, à leur niveau de division, et puis après, le reste des autres franchises, là, ils ont perdu. Et c'est un peu l'image de cette franchise. Elle s'est cherchée en attaque, elle a confirmé en défense. Le souci, c'est que la défense, et on reviendra après pour les motifs d'avenir, mais la défense avec Cameron Jordan, par exemple, est vieillissante aussi sur certains éléments, donc il va quand même falloir à un moment donné se poser la bonne question par rapport à ça. Et puis, bon, surtout, moi, ce que j'ai trouvé vis-à-vis de l'attaque, c'est que j'ai trouvé que Carr se cherchait sur le terrain des solutions. On aurait dit un poulet, en fait, sans la tête, au final, un poulet sans tête qui court après tout et puis qui n'a pas trop d'organisation. On est sur un Dennis Allen qui a été plus un coordinateur défensif, et est-ce qu'il manque d'inspiration pour développer du jeu offensif en soi? Voilà, c'est tous ces éléments-là. Comme tu as dit tout à l'heure, Michael Thomas qui, à chaque fois, je reviens pas, je suis là, je suis plus là. Voilà, mais au-delà de ça, ça permet quand même d'avoir des victoires parce qu'il y a certains éléments de qualité qui te permettent d'avancer, tout du moins, et puis d'avoir des résultats. Maintenant, n'oublions pas, ils ont aussi le calendrier avec la NFC Sud qui n'est pas la division la plus relevée. Donc, ça te fait quand même 6 matchs dans l'année qui te permettent de te placer au mieux, d'avoir des victoires qui ne sont pas attendues.
faudra voir s'il y a l'année prochaine, pourtant les calendriers sont faits, mais je n'ai plus toutes les divisions qu'ils vont rencontrer. Si le calendrier commence à se compliquer, comment ça va se passer aussi. Puis il y a un dernier point, alors là, le cap space, ça, Flav, notre ami Flav peut en parler, le cap space qui est dramatique, on va pas se mentir, et qui ne permettra pas de pouvoir avoir les mains libres ou les largesses possibles pour pouvoir recruter et faire pour avoir de meilleurs résultats. Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un changement dans les leaders playmakers en attaque? C'est-à-dire qu'avant, c'était un jeu qui était extrêmement Michael Thomas et Alvin Kamara dépendant. Aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert, notamment sur les receveurs, avec Chris Olave, qui a fait une excellente saison. Et on peut s'en réjouir, c'est même une des raisons d'espérer. En revanche, j'abonde sur un point, c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'ils trouvent une solution, c'est que au sol, ils ont une ligne offensive qui est en difficulté. Je crois qu'elle a le deuxième plus petit nombre de yards par portée de la ligue, cette O-line. Et à part Tyson Hill, il y a plus vraiment de joueurs explosifs dans le backfield. Alvin Kamara, il vieillit, il s'effrite de saison en saison, ce qui est normal. Je veux dire, au sol, il est quand même à 3,9 yards par portée. C'est franchement pas terrible pour un running back. Par contre, il continue à avoir du volume de jeu parce qu'il reste un excellent receveur. Il rajoute 75 réceptions et 466 yards à son escarcelle. Ce n'est pas rien. Mais il y a un problème sur ce secteur du jeu, même si on peut se réjouir, bien sûr, du fait que Chris Olave et Rachid Shahid émergent et, espérons-le, arriveront à maturité la saison prochaine. Alors, je voudrais rebondir sur une remarque de Bertrand qui parlait du calendrier. Alors moi, Bertrand, je peux te le dire, la saison prochaine, sur le calendrier, ils ont Kansas City, les Rams, Green Bay, Philadelphie et Dallas. Voilà, bon, je crois qu'on a tout dit. Ça va rigoler moyen. Ça va rigoler moyen, et c'est sûr que c'est pas avec toujours Denis Allen et je reprends notre ami Flav, qui est éternel fan dans l'arme des Saints. C'est pas avec Denis Allen qui a été discuté et où on a dit, quand il a été confirmé à son poste et que tout le monde s'est levé du côté d'Denver en disant mais qu'est-ce qu'on fait? On repart de nouveau, on va repartir dans tout ça, puisque tout ne va pas changer du jour au lendemain sur une méthode de travail qui sera complètement différente. Donc voilà, c'est incompréhensible, et là surtout, comme tu viens de dire, ça y est, ça va se taper dans des murs beaucoup plus, parce qu'ils continueront à utiliser Alvin Kamara, et comme tu l'as dit, qui baisse de niveau, et puis il va falloir de toute façon se séparer de gros joueurs et gros contrats pour essayer de réassainir les finances, même si ils ont déjà, entre guillemets, avec le jeu des contrats et on va dire des bonus à la signature, entre guillemets, où l'impact d'un contrat peut être fait en sorte qu'il ne le soit moins, qu'ils ont déjà réduit à une trentaine de millions. Bon, alors qu'avant c'était une catastrophe. Excusez-moi les gars, mais je crois qu'il y a un joueur iconique du côté de la Nouvelle-Orléans qui en pour partir, c'est Taysom Hill. Il va essayer d'aller vendre ses talents ailleurs, et c'est normal. Mais après, pour assainir leur cap, là, franchement, il va falloir que les comptables ils fassent de la magie. Parce que ce que je vois, c'est écoute, tu sais, moi j'en connais quelques-uns, je te passerai des noms. Bon, après, ça te coûte quelques années, mais je te passerai des noms. Ça on trouve. Après. Disons que si, par exemple, il lâche Tyrann Mathieu, qui reste un cornerback safety de très haute qualité, il sauve 1,7 million sur le cap space, c'est pas ça, mais c'est déjà ça. Si après il lâche Tyson Hill avant le 1er juin, c'est pareil, il sauve 10 millions. Bon, je pense que Tyson Hill, ils sont arrivés au bout du concept couteau suisse magique qui fait gagner des yards, qui est entre tight end, homme de ligne et quarterback, on sait plus trop. Il faut qu'ils sortent un peu de leur schéma dans lequel ils se sont bloqués où ils se bloquent depuis des années avec lui, ou alors avec Kamara qui décroche sur le côté pour être un mi-receveur, mi-coureur. Voilà, je pense qu'il faut redonner du sang frais, redonner un élan à cette équipe, et avec Derek Carr qui, je pense, mérite mieux
que ce qui se passe à l'heure actuelle, parce qu'il reste un très bon quarterback de talent, et je pense qu'il pourrait mener une équipe si on apportait des choses un peu différentes, peut-être même plus jeunes, tant pis, autour de lui. Ça va être compliqué avec le retard qu'ils ont sur le cap au niveau de la draft au premier round, disons le 14e choix, je crois. Moi, malheureusement, ce que je vois pour la saison prochaine, c'est qu'il n'y a rien qui va bouger, ni sur le terrain, ni en dehors, et que j'ai peur que leur saison, elle soit exactement sur la même tonalité que la saison précédente. Très exactement. Donc, d'accord avec toi. Flav, prépare les antidépresseurs, hein, je suis désolé, mais... Alors, justement, tu parles de saison un peu comme cette année. Est-ce que c'est pas un petit peu à l'image de la carrière de Derek Carr avant, quand il était aux Raiders, où c'était extrêmement compliqué aussi? Est-ce que, justement... Après, il n'arrive pas dans une très bonne situation non plus, hein, avec une ligne qui... est-ce que peut-être qu'il n'avait pas énormément de choix non plus pour un poste de starter, mais la ligne, c'est compliqué. Les skills players, t'as le recordman de réception sur une saison qui est là, qui est pas là, donc c'est compliqué de faire des ajustements. On l'a dit, un jeu de course qui s'effrite, c'est un peu compliqué quand même pour un running back quand même, pour un quarterback, pardon. J'ai pas dit le contraire. Après, je pense qu'il avait quand même une petite idée d'où il mettait les pieds. J'espère pour lui. J'espère pour lui également. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que justement les choses mettent autant de temps à se mettre en place. Parce qu'une fois de plus, elles ont fini par se mettre en place, mais il a fallu attendre les 6 dernières journées. Oui. Et souvent, c'est un petit peu tard. Et encore, dans le contexte de la NFC Sud, parfois, c'est pas si tard que ça. À 5 ou 6 journées de la fin, t'as encore largement tes chances, vu que les 4 équipes sont, à part Carolina, t'as les 3 équipes qui sont vraiment dans un mouchoir de poche. Quoi. Ok. Et vas-y, Bertrand. Excuse-moi, oui. Mais en soi, de toute façon, regarde, je vais juste donner un exemple. L'épisode Jamal Williams, qui arrive de Détroit avec vraiment une capacité à marquer des touchdowns à partir de la end zone, des courses en force, etc. Il a été incapable de l'utiliser, Adonis Allen était incapable de l'utiliser correctement tout au long de la saison. On avait un joueur qui s'énervait de plus en plus, qu'il y a eu une mauvaise ambiance entre eux, et donc moi, je reste persuadé que c'est vraiment le coaching et toute l'organisation autour de ça pour mettre en place le jeu avec les joueurs qu'ils ont et qui sont de très bons joueurs. Il y a le tight end aussi, Juwan Johnson, qui est un très bon tight end. Donc voilà, c'est malheureux. Ils ont plongé dans la catastrophe en remettant en prolongeant, je vais y arriver, Denis Allen. C'est malheureux parce qu'il y a mieux à faire pour cette équipe s'il y avait un coach inspiré offensivement. Bon, tu parlais de Jamal Williams qui a marqué un touchdown sur la dernière action, rien que pour faire plaisir aux fans, puisqu'il y avait Victory Formation et Jameis Winston a dit non, allez, on fait marquer un touchdown, on humilie les Falcons, et voilà. Juste, messieurs, je vais vous laisser réagir sur la phrase de l'année prononcée par Jameis Winston. C'est pas j'envoie des interceptions ou des touchdowns, c'est de toute façon moi je m'appelle Jameis Winston et les 4 premières lettres c'est Wins. Voilà. Du Winston dans le texte, hein, la main dans la bouche, j'ai envie de dire. Exactement. Bon, les messieurs, trêve de plaisanterie, on s'est assez moqué de ce pauvre Jameis qui va être à la recherche d'un contrat. On va aller voir les champions de la division pour la 3e année d'affilée. Cette année en positif. On les voyait en route pour le first pick, mais on avait oublié que c'était quand même la base défensive, notamment de l'équipe qui avait gagné le Super Bowl quelques années auparavant. C'est nos amis des Tampa Bay Buccaneers. Alors, depuis le départ de Bruce Arians, c'est toujours Todd Bowles. Todd Bowles qui est souvent raillé parce que sa carrière dans le coaching n'était pas fabuleuse, mais ça fait 2 saisons. C'est sa 2e saison à la tête des Buccaneers. Et cette année, il a réussi, avec un Baker Mayfield retrouvé, à faire une saison, ma foi, plutôt correcte avec ce qu'il avait.
en basant beaucoup sur la défense, puisque on a toujours Antoine Winfield et consorts, plus derrière une attaque basée essentiellement sur Baker Mayfield, Mike Evans et Tutti Quanti. Un jeu qui, certes, était un peu restrictif, mais qui, ils ont su prendre les victoires qu'il fallait quand il fallait. Avec un peu de recul, est-ce que vous pensez que finalement, Tampa Bay, ils ont fait le job, ils ont profité des circonstances, ils sont passés, et c'était finalement l'équipe la plus solide de cette division? Écoute, d'abord, j'ai commencé par un mea culpa. Pour paraphraser un célèbre chef d'État qui aurait pu prédire que Tampa Bay allait remporter sa division. J'avais dit en début de saison, passer de Tom Brady à Baker Mayfield sans palier de décompression, ça peut provoquer des AVC. On m'a pas forcément donné tort sur ce coup-là. Je dois même dire, à ma grande honte, que j'ai affublé Baker Mayfield d'un pseudonyme qu'il ne méritait pas, puisque je l'ai traité de pompe à vélo. Alors je m'excuse. Voilà, j'avais tort complètement, parce que, effectivement, comme tu le disais, les Buccaneers, ils ont fait le boulot. On a une attaque qui était pas flamboyante, parce que faut quand même qu'on relativise. On parle de 20,5 points marqués par match. Hein, ça les classe 20e. Sauf que tu as une défense qui en encaisse que 19,1. Et je suis pas très doué en maths, mais ça suffit pour gagner des matchs. Et ce qu'ils ont fait, ils sont allés prendre des victoires là où il les fallait. Il faut pas oublier non plus qu'ils sont revenus de loin, parce qu'ils ont débuté leur saison 3-1. Ils sont tombés à 4-7. Et ils ont fini les 6 dernières journées à 5 victoires en 6 matchs pour remporter la division et en plus s'offrir Philadelphie en tour de wildcard. C'est quand même pas mal pour une équipe que moi je voyais au fond du panier pour toute la saison. Bertrand ? Oui. Alors, j'étais surpris de l'arrêt brusque de Seb. Je ne sais pas s'il y a eu un problème de Non. Et en fait, il s'est juste, tu vois, il était parti vers la end zone et voilà. Il a trouvé un. Il a marché sur les derniers mètres et il s'est fait fumbler le ballon. Voilà, d'accord, c'est ça. À mon âge, on manque de souffle et oui, sur les 20 derniers yards, on ralentit. Je suis désolé. Tu nous as fait Daniel Jones qui court d'ailleurs après sa vie quand Daniel Jones, il a 20 ans moins que moi, donc il s'en mêle les pinceaux à 10 yards de marquer. C'est malheureux. Ah non, moi j'étais plus sur un arrêt buffet. Si moi j'avais fait le plaquage. Bon après, voilà, alors, c'est tout. Tu plaisantes, Yannick. Soyons sérieux 2 secondes. Écoute, j'aurais plongé le casque en premier sur les genoux. Excuse-moi. Ordure. Alors, pour répondre à ta question, allez, revenons avec nos amis de chez les Buccaneers et la Floride et la douceur de vivre. En soi, oui, ça va très bien résumer, on va dire, on va dire la manière dont s'est déroulée leur saison. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que autant il y a des franchises, surtout dans cette division, qui ont gagné face à, on va dire, plus faibles ou face à leurs rivaux de division. Là, c'est pas du tout ça. C'était vraiment l'esprit ils ont été capables de gagner contre des gros, perdre contre des petits, enfin bon, peu importe. Mais vraiment, cette équipe, en fait, elle est vraiment pas bonne à prendre pour personne, que ce soit en saison régulière ou en play-off, au moment de la post-season, parce qu'elle est complètement imprévisible. Elle fait très mal en défense, où elle a réussi toujours à conserver depuis des années cette base défensive très importante, on en reparlera après, mais où il y a franchement, c'est ça qui tient l'équipe. Et puis, on a eu un Baker Mayfield qui, pour le coup, a su rebondir et c'est très bien adapté. Je ne sais pas si c'est vraiment la douceur de vivre de Tampa qui leur plaît ou si c'est le fait d'être taxé à moins 50% par rapport à d'autres États au niveau du porte-monnaie. Ils en ont aucune. Je crois qu'il n'y a aucune taxe. Oui, aucune taxation, pardon. Oui, en plus, je me reprends, tu as raison en plus. C'est comme le Texas, il n'y en a pas. Donc voilà, donc si tu veux, à un moment donné, ça joue peut-être dans la tête, mais bon, trêve de plaisanterie, tout ça pour dire que cette équipe, en fait, elle ne s'adapte pas à son adversaire,
elle a des phases, et puis quand elle a sa bonne phase, elle n'est pas bonne à prendre, hein, parce que comme tu l'as dit, elle a eu après la bye week 4 défaites de suite, allez, on va compter peut-être même 6 défaites de suite avec une qui s'intervertit entre deux avec Tennessee pour faire bien les choses, et puis après, bam, 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 là elle reprend du poil de la bête, et puis poil de la bête au moment où en plus Rashad White, le coureur, trouve enfin la clé pour les faire avancer, puisque c'était ça un peu le problème aussi, c'est que Rashad White n'était pas suffisamment performant en termes de production, peut-être dû à des mauvais ajustements. Mais enfin, en tout cas, tout ça pour dire que cette équipe, c'est vraiment l'épouvantail, le poil à gratter de la ligue entièrement, et c'est ça qui est le plus embêtant pour toutes les autres franchises. On est d'accord. Juste avant de parler d'autre chose, j'en ai parlé toute la saison. Seb, t'en as parlé aussi toute la saison. Est-ce qu'on va enfin reconnaître Mike Evans à son juste talent? Il faudrait à un moment. Mais après, comment est-ce que ça va se traduire? Est-ce que ça veut dire qu'il va pouvoir tester le marché et trouver un club enfin qui va le payer et le mettre en valeur? Ou est-ce que Tampa Bay sera disposé à lui offrir le long contrat qu'il réclame depuis déjà une saison? Je parlais surtout médiatiquement parce qu'aujourd'hui, on parle toujours des jeunes receveurs stars, hein, Ja'Marr Chase, Justin Jefferson, Tyreek Hill, et Mike Evans. Alors, je pense que sur ce point-là, il y a deux choses. D'abord, Mike Evans, en dehors du terrain, t'en entends absolument pas parler. Oui. C'est quelqu'un qui n'est pas connu pour se répandre en déclaration dans la presse. Il y a juste lors de l'intersaison précédente, on l'a entendu un petit peu râler parce que il voulait son contrat. Où il a dit en gros si c'est comme ça je vais pas jouer, et puis finalement à l'ouverture de la saison il était là, hein. Et il a très bien fait son travail une fois de plus. Je pense aussi que comment dire, Tampa Bay n'a pas la frappe médiatique des clubs dans lesquels évoluent les joueurs que tu as cités, comme tu vois Miami ou Minnesota. Donc c'est malheureux. Mais je pense que du coup, ça en fait le joueur de football préféré des joueurs de football. Tu vois, ouais. C'est vrai que c'est pas quelqu'un qui sera invité dans les talk shows, c'est pas quelqu'un qu'on invitera à faire Dancing with the Stars quand il sera en fin de carrière, parce qu'il n'a pas ce côté showbiz. Mais je pense que ça lui convient, très honnêtement. Lui, ce qu'il veut, c'est être reconnu en tant que joueur. Il veut qu'on lui offre un contrat à longue échéance et être payé parce qu'il le mérite. Il est footballeur. Son but, c'est d'attraper des ballons, de marquer des touchdowns, et c'est ce qu'il fait. Bon, on va bien réussir à s'entendre à un moment quelque part. Mais Tampa Bay, de ce côté-là, va aussi avoir peut-être une autre priorité. Ça va être Baker Mayfield, qui est free agent également. Il aimerait bien rester. Tampa Bay aimerait bien le garder. Ça fait deux priorités assez importantes, hein. Ouais. Et il a déclaré si je rebondis sur tes propos, Seb, puisque c'est important. Et Baker Mayfield a dit je reviens si Mike Evans revient également. Donc traduction, si lui signe également. Donc bien sûr, ça sera compliqué de les retenir l'un et l'autre par rapport au coût que ça pourrait engendrer. Et il va peut-être falloir aussi aller, malheureusement, non pas se débarrasser, mais en tout cas se libérer de certains joueurs qui ont un coût important. Je pense à Carlton Davis, où il pourrait sauver 6,3 millions sur le cap space, ou Barrett avant le 1er juin, où il pourrait sauver 5 millions. Mais voilà, en soi, même, tu vois, bouger un Godwin avant le 1er juin, c'est pareil, il pourrait sauver 20 millions sur le cap space. Donc, c'est quand même énorme en soi, au final, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent par la suite. Sachant qu'en plus, qu'ils ont déjà un cap space positif d'une 40aine de millions à l'heure actuelle. Donc, je trouve que l'avenir est rose. Simplement, c'est est-ce que le board de Tampa Bay va avoir les arguments nécessaires pour, on va dire, d'un côté, draguer correctement son quarterback et son receveur. Et quand je dis draguer, ça veut dire mettre les zéros suffisants sur la table pour dire, voilà, on vous donne ça, et est-ce que ça vous va, mes enfants? Mais ça, l'avenir nous le dira, et c'est pas forcément le plus simple.
Ok. Si je vous parle, alors ok, on parle des skills players en attaque, mais si moi je vous parle de Tampa Bay, est-ce que c'est pas plutôt vers la défense qu'il faut se tourner? Bien sûr, la défense, elle a fini top 10. Très beau travail des coachs Larry Foote et Casey Edwards. Le leader incontesté, ça reste Antoine Winfield Jr., qui a une fois de plus été étincelant cette saison. 122 plaquages, 3 interceptions, 6 fumbles forcés. Ça a été le cœur de cette équipe. Une attaque qui fait, en termes de points, le minimum syndical, et c'est amplement suffisant parce qu'il y a une défense très très forte. La défense qui gagne des championnats, voilà, en l'occurrence qui gagne des divisions, elle était là, on en a eu à nouveau l'illustration. En plus, je rajoute juste par rapport à ce que dit Seb sur la défense, c'est que malgré tout, il faudra quand même viser un secteur. Bon, Antoine Winfield Jr., l'avantage, c'est qu'il est, je l'ai dit sur notre émission, on le voit énormément. C'est lui qui prend les spotlights des écrans et des caméras parce que justement, il est très performant. On le voit très agressif, aller chercher le sac, voilà. Mais aussi, c'est au détriment parfois d'une défense à la passe qui, par exemple, a été classée 25e au niveau des yards nets par tentative, par exemple, ou 29e sur les points, sur les yards concédés. Donc ça joue énormément, ça joue aussi, et il va peut-être falloir, lors de cette free agency, pourquoi pas aller chercher des joueurs comme des free agents comme Charvarius Ward de San Francisco, excuse-moi Seb, de dépouiller un peu ton équipe, qui pourrait être justement une bonne opportunité pour l'équipe des Buccaneers pour pouvoir améliorer les choses. Je fais juste un petit erratum sur ce que j'ai dit. J'avais dit peut-être se libérer Shaquille Barrett. Ben non, en fait, si vous regardez même dans les, entre guillemets, dans les articles qu'on fait sur The Free Agent, parce qu'on ne fait pas que des podcasts, on écrit des articles aussi, Shaquille Barrett a été libéré par les Buccaneers. Donc voilà, cette économie de 5 millions, eux aussi l'ont bien vu. Et donc pour le coup, voilà, c'est déjà ce qui se rentre dans la tirelire pour pouvoir après éventuellement les prolonger Mayfield et je ne sais plus. Et Mike Evans. Alors, juste, on parlait de défense, les gars. Le saviez-vous hein, qui est le numéro 1 sur les sacs? Sans regarder, bien sûr, hein, comme ça de tête, du côté des Buccaneers. C'est pas un rookie, c'est pas Yaya Diaby. Si, c'est Yaya. Et oui, comme par hasard. C'est comme quoi les Yaya, hein, c'est les meilleurs. Yaya Diaby qui est outside linebacker comme l'était Shaquille Barrett, et je pense qu'il est appelé à prendre le spot qu'occupait Shaquille Barrett. Tout à fait. C'est ce qui est dans les tuyaux. Ouais. Complètement. L'année prochaine, vous les voyez encore en tête de la ligue ou de la division, ou vous les voyez un petit peu descendre? Ils ont changé d'offensive coordinateur, ouais. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner avec Liam Cohen. Et puis, je suis désolé de revenir dessus, mais il y a ce point d'interrogation. Est-ce qu'on signe Mike Evans et Baker Mayfield? S'il manque un des deux, moi je pense que ça remet beaucoup de choses en question. Ah oui, toute la saison va se situer par rapport à ces éléments-là. Hein. Déjà, comme a dit, la bonne prise de mayonnaise du nouveau coordinateur offensif, et puis la re-signature des deux joueurs les plus importants au final. Hein. Si la défense reste la même, si on garde une ligne offensive avec Wirfs, à la manette, globalement, oui, c'est encore une équipe qui va gêner. Et puis, pareil, hein, on va voir comment eux, ils vont de nouveau, pour la saison prochaine, gérer correctement le calendrier qui va se présenter à eux. On a entendu les équipes qui étaient prévues pour les Saints. C'est pareil, hein, ça devrait être un peu plus compliqué pour les Buccaneers. Donc, on va voir comment tout ça va se gérer. Ok. Bon, je crois qu'on a été assez complet sur cette division. La division surnommée la Pétaudière par quelqu'un ici parmi nous. Merci donc les gars pour votre expertise. N'oubliez pas d'aller suivre tout ce qui se passe cette off-season. Tu parlais des joueurs coupés, on vous en parle. Il y a des articles, dès qu'un joueur est coupé, on vous en parle. Donc sur les réseaux sociaux, également sur l'appli, n'hésitez pas à nous suivre, ce sera avec grand plaisir. Messieurs, merci pour votre expertise, votre regard
acéré et aigu. Il nous reste donc à vous souhaiter une bonne journée si vous nous écoutez en journée, une bonne soirée si vous nous écoutez le soir ou dans les transports. En tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouvera la semaine prochaine. Donc lundi, à partir de lundi, on s'occupera de l'Est. Mardi, donc l'AFC. Jeudi, la NFC, la meilleure division, la division où il y a les plus grandes équipes de la NFL. Messieurs, bonne soirée et à très bientôt. Ciao. Bonne soirée à tous. Ciao, bye. À bientôt.